Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 2 du Comex, votre série préférée de votre podcast foot préféré. Un an. Un an, c'est à la fois long, si proche et si loin, à la fois un parfum d'hier et un sentiment d'éternité. Il y a un an tout pile, du moins au moment où nous enregistrons cette émission, le dimanche 18 décembre 2022, alors qu'il pleuvait sur la ville lumière, la France pleurait, au terme d'une finale époustouflante d'une Coupe du Monde si singulière. Une Coupe du Monde qui prenait fin à une semaine de Noël, une année 2023 sans grande compétition. On aurait aisément pu penser que l'actualité foot nous laisserait tranquilles et qu'on garderait longtemps les images d'un Kylian Mbappé perdant magnifique et stratosphérique au terme d'une finale anthologique. Mais dès le 19 décembre 2022, le football circus allait poser les bases de l'un des meilleurs feuilletons de l'année qui s'achève, avec le rachat de l'Olympique Lyonnais d'un Jean-Michel Aulas forcé de vendre par l'américain John Textor à grands coups de LBO. Peu après, dans les arrêts de jeu de 2022, le monde du foot qui venait de sacrer son Messi voyait disparaître son roi, Pelé, la plus grande légende du jeu et son premier mythe. Ouvrant la voie à un autre de 58, Juste Fontaine, au Ballon d'Or espagnol 1960, Luis Suarez, à la légende Sir Bobby Charlton, lui aussi Ballon d'Or en 66, ou encore à Salif Keita et Gianluca Vialli. À 81 ans, lui en revanche ne voulait toujours pas passer l'arme à gauche, bien qu'il paraît qu'il fût un maire socialiste. Mais 2023 semblait être enfin l'année de trop pour Noël Le Graët, qui osa toucher à la légende Zidane, tombant sous le glas de Kylian Mbappé, précipitant la chute du leader Maximo de la 3F. Kylian Mbappé, comme d'autres joueurs français, enflamma ensuite la toile, en apportant son soutien et témoignant son amertume, après la mort du jeune Naën assassiné par un policier. Une position et une liberté de parole assumée qui ferait tâche en Arabie Saoudite, qui s'élevait pourtant en nouvelle puissance footballistique à coups de pétrodollars et de sportwashing. Insensible à ses avances, le prince de Bondy, lui, prolongeait finalement au sein d'un PSG enfin débarrassé de Neymar et Messi. Mais le Barleron, lui, continuait de rouler. Le Manchester City de Guardiola concrétisait enfin son excellence sur la scène européenne, alors que Lyon ne cessait jour après jour de s'enfoncer plus bas sur le terrain et en coulisses, et qu'un classique coup de zéroal soufflait sur Marseille et Pablo Longoria. Un an après, la planète foot ne cesse donc de tourner. Mais cette fois-ci, Kylian Mbappé ne pleure pas. Non, il boude. Il y a un an, le COMEX n'était même pas un projet. Nous apprenions tout juste à découvrir Thibaut au travers de nos premières invitations sur 11e art aux côtés de JB. David, lui, n'était pour moi qu'un économiste illuminé, façon Javier Milei en mieux coiffé, brillant mais suffisamment fou pour continuer à supporter Bordeaux. Une référence dans son domaine de prédilection économique, découvert dans l'after, et qui apportait alors un peu plus de sens sur un réseau social que l'on appelait alors encore Twitter. Oui, définitivement, beaucoup de choses ont changé au cours de ces 365 derniers jours. C'est pourquoi ce soir, nous voulions clôturer cette année 2023 du COMEX avec une émission un peu différente. Pas de gros sujet autour duquel s'articulera un classique argumentaire puis un débat, mais une émission façon rétrospective de l'année avec le best-of des événements qui auront le plus marqué nos comexiens. Mais avant tout, une pensée pour Val, qui ne peut pas être là ce soir, probablement en train de rendre hommage, lui, de son côté, à la défunte Hélène Carrère d'Ancos en dévorant probablement ses ouvrages confortablement installés dans son Ouigo. Mais je vous rassure, il va très mal, ou très bien. Enfin, il ne sait plus trop tant les 2 victoires consécutives de son Olympique lyonnais l'ont chamboulé au plus profond de son être. Mais eux sont bien présents avec moi comme chaque semaine, toujours la même équipe, votre Big Three adoré. 2023 l'a profondément marqué puisqu'on fêtait les 21 ans de la disparition de Pierre Bourdieu, à qui il n'a cessé de rendre hommage tout au long de la saison. J'attends avec impatience son top de l'année fait d'édito de Vincent Duluc, de son amour pour la mouvance ultra ou des combats foot de Juan Branco. Thibaut Leplat est bien évidemment là. Thibaut, comment tu vas ? Ça va, j'ai jamais parlé de Juan Branco, mais je pense qu'il en vaut pas vraiment la peine. Donc je préfère parler de Bourdieu à la limite. Ouais, Son œuvre est quand même plus intéressante que celle de Juan Branco. Je crois qu'il y a plus de fond aussi. Cette année, lui, il a rencontré les plus grands de ce monde. De Daniel Riolo à NASA en passant par Marc des Ultramarines, il reviendra très probablement sur les fines analyses de Joey Barton et son boycott de Miss France en l'absence de la regrettée Geneviève de Fontenay, et rendra en fin d'émission bien évidemment un hommage appuyé à celui qu'il appelle son guide spirituel, Silvio Berlusconi, lui aussi disparu cette année, et à qui il doit son surnom d'Il Cavaliere de l'Aisne. David Glusman est avec nous. David, comment tu vas ? Ça va, c'est vrai que quand je rentre à Saint-Quentin, en fait, je rentre pas en hélico qui se pose sur le gymnase Pierre Rat où joue le SQBB, mais c'est vrai que je devrais essayer. Merci à Tu je fais toi. bien, reste- bon gars. Tu
fait pas le Ça- Bunga Bunga à Saint-Etienne, à Saint-Quentin. On fait le bongo bongo à Saint-Quentin. Oh, ouais. On a entendu un bel accent du Nord dans les travées de Bollard la semaine dernière, ça faisait plaisir. Et enfin, c'est le Joule du Comex, 2 livres sortis l'an passé, un en 2023 intitulé Qatar dominé par le sport géopolitique d'une ambition, pendant que son homonyme a rempli 2 fois l'Olympia cette année. Il s'apprête quant à lui à rendre hommage à ses mentors Henri Kissinger et Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Baptiste Guegan est également fidèle au poste. Comment ça va le J? Bah écoute, le J va bien. Il a essayé de faire le Jules, mais il n'arrive pas à croiser les doigts, donc ça va. Ça va bien. Bon, bah, ça me fait plaisir, messieurs, de vous avoir pour cette dernière de l'année. Vous l'aurez donc compris, une émission un petit peu particulière cette semaine, puisque nos experts vont donner leurs 3 moments foot les plus marquants de l'année 2023. Et ben, tiens, on va commencer par toi, David. Il me semble que tu voulais revenir au mois de juin et à la première ligue qui a banni le LBO. Tout à fait. Alors le LBO, on va rappeler très rapidement ce que c'est, parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes du Comex. Le LBO, c'est le Leverage Buyout. C'est une technique financière qui implique de racheter une entreprise avec un très fort taux d'endettement et de rembourser les emprunts, très forcément chers, avec des taux d'intérêt à 2 chiffres, par les revenus tirés donc de ce qu'on appelle la cible. Clairement, Manchester United, c'était des centaines de millions de pounds de dettes dont les intérêts ont été payés, et les dividendes d'ailleurs, avec l'explosion des revenus commerciaux de Manchester United. Le problème, c'est que ça se passe plutôt bien quand c'est à Manchester United et plutôt pas bien du tout quand c'est Gérard Lopez, que ce soit à Bordeaux, à Lille ou John Textor à Lyon. Et de façon paradoxal, c'est le pays le plus libéral économiquement, le plus capitaliste de l'ancienne Europe qui régule le plus et qui a interdit donc dans la foulée de l'acquisition par LBO de Manchester United, le LBO, qui a limité le montant d'acquisition à 65% de la valeur du club dans chaque opération, mais aussi, c'est le pays le plus libéral économiquement qui régule le plus, un peu à la manière de la NBA aux États-Unis, avec un salary cap en Ligue 1 et Ligue 2. Donc, ce qui résoudrait pas mal de problèmes, notamment en national, puisqu'on rappelle que le club de Marignane, 3 mois après avoir reçu l'aval de la DNCG, est sur le point de disparaître et de foutre en l'air toute éthique sportive et financière en National 1. C'est aussi le pays qui régule le plus en termes d'étrangers, puisqu'il y a une limitation de home ground player, donc qui pour promouvoir la formation anglaise, qui se porte pas trop mal si j'en juge la qualité et les prestations des Young Lions, comme on Mhm. dit, qui régule le plus en termes de paris sportifs, puisque je rappelle que le naming et le paris sportif ne peuvent plus s'afficher sur les maillots et sur les stades anglais. Donc après, c'est un peu hypocrite, puisque au pays où tu as un bookie ou un bookmaker à chaque coin de rue, c'est un peu hypocrite, mais ils ont eu le courage de le faire. C'est aussi le pays qui régule le plus en termes de retransmission, puisque même avec le nouveau contrat de droit télé, il y aura toujours ce qu'ils appellent le 3 p.m. blackout, c'est-à-dire qu'aucune rencontre ne seront diffusées en live sur les chaînes anglaises entre 3h et 5h pour encourager les gens à aller au stade. Ce qui est, Et nous, donc, le multiplex de 16 heures comment? en France. Ce qui est le multiplex de 16 heures en France, qui est Oui, diffusé pour le coup en France, exactement. du coup. Exactement, qui est diffusé en France. Et voilà, donc on se rend compte que c'est que des mesures qui sont positives pour la pérennité et de l'écosystème du football, et c'est pris par le pays qui est censé réguler le moins, et le pays qui est censé réguler le plus du millefeuille administratif en France est encore en retard. Et je pourrais ajouter à ça, avant de donner la parole à David à Thibaut et JB, pardon, qu'on a eu aussi peu de championnats qui ont accusé des sanctions aussi grosses pour des clubs de son championnat. On a vu ce qui s'est passé avec Everton Avec ces Everton, derniers jours, dernières semaines. ouais. Et on attend aussi pour Manchester City, effectivement, la Première Ligue. Et pour Chelsea aussi. Ouais, exactement. La Première Ligue remet de plus en plus la main là-dessus et c'est assez intéressant à Parce suivre. qu'ils Est-ce ont que une vous- pression, publique. En fait, il y a ce qu'on appelle Government White Book. C'est le gouvernement qui a sorti, suite à une task force, qui a sorti un livre blanc avec toute une série de recommandations, notamment la volonté de réguler la Première Ligue par donc un administrateur extérieur. Et Richard Scudamore, on partage une passion de Thibaut et moi pour Richard Scudamore, veut que la Première Ligue
régule. D'où Ouais. la sanction exemplaire d'Everton. Et Everton, d'ailleurs, a un peu l'impression de passer pour un bouc Le émissaire. bouc émissaire. Alors ouais, sur la régulation, il faut bien comprendre que la régulation est un concept anglais qui vient justement du libéralisme, qui est la différence avec l'économie dirigée, qui est la planification, qui est le modèle communiste et dans une certaine mesure la planification obligatoire est le modèle communiste, la planification indicative c'était le modèle un peu de la reconstruction en France, le commissariat au plan. Je fais une parenthèse en citant cette phrase célèbre de Mikhail Gorbatchev, le seul pays où le communisme a réussi, c'est en France. Ferme les guillemets. Voilà. Ça vous donne une idée un peu de l'ambiance. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, l'idée c'est que le bien public est organisé autour de l'administration, et l'administration elle est la garante de l'intérêt général. Le marché en tant que tel ne peut pas s'autoréguler. Ça, c'est des vieilles théories économiques, mais qui ont imprégné le libéralisme. Et de notre point de vue, ça semble toujours un peu bizarre de savoir que finalement les modèles les plus régulés sont la NBA, qui est une entreprise privée, et la Première Ligue, parce que l'exemple que tu viens de donner sur la question du LBO. Et en fait, c'est quelque chose qui, pour nous choque dans notre conception, en réalité, de ce qu'on pense être le libéralisme, et qui est assez symptomatique des erreurs qu'on commet quand on analyse les anglo-saxons et dans notre définition même du libéralisme. Le libéralisme n'est pas du tout une absence de règles. Pas du tout. Le libéralisme, c'est simplement que ce sont des règles qui sont générées par les acteurs eux-mêmes. Ouais. Ce sont pas des règles imposées de l'extérieur par une administration qui serait garante. Je parlais d'une conception générale en fait. Mais voilà. Non, mais c'est pour rappeler ça, on en avait parlé quand on avait fait cette émission-là. Et donc l'idée d'un régulateur, qui est une conception qui est partagée, qui existe en droit français, qui existe qui a été importé, notamment le CSA est un régulateur, l'autorité de gestion des énergies, etc. sont des autorités. L'ARCOM, devenu l'ARCOM d'ailleurs. L'ARCOM, l'ANJ sur les jeux. Voilà, sont des autorités qui sont supposées être indépendantes et issues des acteurs eux-mêmes. La particularité, c'est que chez nous, c'est l'État qui désigne les membres de ces autorités-là, ceux qui dirigent ces autorités-là. Alors avec des différents acteurs, un coup c'est le Parlement, etc. Enfin, il y a différentes institutions qui s'en mêlent. Et dans le cas des Anglais, ce qui est intéressant dans l'affaire de la régulation, c'est l'idée que pour que le libéralisme fonctionne, il a besoin de se fixer des règles, et il a besoin de se fixer des règles à lui-même. Et donc là, on le voit c'est ce qu'on appelle le fonctionnement de cartel, en fait. Ce qui est le cas de la NBA, c'est ça. C'est un cartel, c'est des entreprises privées. La Première Ligue aussi qui a fait une scission du reste du foot anglais. Et qui est en fait l'exemple typique du libéralisme, c'est ça. C'est pas ce qu'on dit maintenant néolibéral, je sais pas quoi. Tout ça, c'est du bullshit. Ça veut rien dire. C'est le libéralisme politique, le libéralisme économique, et n'est pas une absence de règles. Le libéralisme, c'est une règle engendrée par les acteurs eux-mêmes du marché. Et c'est pour ça que le libéralisme est souvent très proche de l'anarchisme, en fait. Et l'anarchisme et le libertarien, c'est pour ça qu'on a l'exemple en Argentine. Alors là, je pars sur un débat qui n'a rien à voir, mais qui veut dire que l'anarchie, c'est l'ordre spontané. C'est pas le désordre, c'est l'ordre spontané. Et le libéralisme a quelque chose de commun avec l'anarchiste, avec l'idée que la nature de ce qu'on est en train de traiter, la nature du marché de l'énergie, la nature du marché du football, est de s'auto-réguler. Et l'autorité publique est là simplement pour accompagner l'autorégulation d'un objet. Elle n'est pas là pour imposer une certaine conception du bien public, par exemple. Donc tu as des figures comme ça, est-ce que Disque de Mort, dans la fameuse interview de The Athletic, il dit, moi mon travail c'est de faire en sorte que tous les clubs soient mécontents. Ouais. Il y a un certain équilibre de la terreur, si je puis dire, et l'équilibre du mécontentement qui permet d'arbitrer, en fait. Ce qui chez nous n'est pas du tout le cas. Nous on attend que l'État règle tout, que la LFP règle tout. Tant que Nasser soit content. On attend que Nasser soit content, et puis les autres... Voilà, c'est un peu militaire, voilà. Et sur le LBO, c'est un exemple typique. C'est-à-dire, comme on comprend pas déjà l'outil, on n'arrive pas à l'analyser, et comme on attend d'avoir une conception étatique de la dirigiste de la régulation, et avant que nos chers fonctionnaires comprennent quelque chose au LBO, on a le temps de déséquilibrer tous les clubs. La différence en Angleterre, c'est que les compétences font que les financiers eux-mêmes du football comprennent très bien cet outil-là et sont capables immédiatement de le repérer et de l'interdire si besoin, à mon sens. JB, t'avais quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Non, je vous ai trouvé brillants, les amis, et franchement, je vous dis merci. Eh ben, si tu nous as trouvé aussi brillant, on espère te voir aussi brillant, pardon. On a parlé de la Première Ligue, autre championnat où l'argent coule à flot et qui, lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins quand même de régulation. Tu voulais nous parler, toi, de ton côté, du boom saoudien et de la sidération que ça a créé. Eh ben, lors de la dernière Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo est passé de Manchester à Al Nasser. Alors ça se termine de la même manière, mais c'est pas le même compte en banque. Et tout le monde pensait que ça allait être un one-shot, en oubliant la force de frappe de Mohamed Ben Salman et ses ambitions pour 2030, 2040 et pour l'éternité. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la lettre du Père Noël envoyée par la poste à MBS, où il demande à ce que son championnat devienne le plus important de l'année. En tout cas, médiatiquement, c'est ce qui s'est passé. Et on a tous été surpris, une fois l'été venu, du nombre d'internationaux qui sont partis là-bas. Plus d'une quarantaine, avec des noms, et pas simplement des gens en pré-retraite. Alors il y a eu Karim Benzema, N'Golo Kanté, on aurait très bien pu avoir Pogba, puis il a eu la mauvaise idée de pas y aller, c'est dommage, parce que ça lui aurait peut-être porté chance à un certain moment. Et puis surtout on a vu beaucoup de joueurs qui étaient entre deux âges. Et donc ce qu'on voit, c'est un championnat saoudien dont personne objectivement n'avait entendu parler avant. Cette Saudi Pro League aujourd'hui est capable de vendre ses droits, elle les vend plus cher que la Ligue 1, elle est même sur Canal+, ce qui est une manière aussi de faire un bisou tendre à Vincent Labrune. Mieux mise en avant Est-ce que la qu'on- Ligue 1. Exactement, c'est normal. Euh, je trouve ça assez fair-play finalement. Et ce qu'on voit avec ce boom saoudien, c'est ce que ça risque c'est ce que ça révèle surtout. C'est un changement d'équilibre, un changement aussi de perspective, et le fait que derrière, les Saoudiens, avec leur argent, sont capables de modifier l'ordre européen du football. Alors pour l'instant, à la marge, on verra cet hiver et on verra l'été prochain, mais on est face à une menace réelle. Voilà, la sidération, je sais pas, David, ouais, ça nous a tous un peu pris par surprise. Alors maintenant, évidemment, tout le monde dit qu'il le savait, donc c'est toujours Ah non, moi je savais pas du tout. savoureux de J'ai voir toute l'humilité de le dire que je l'avais pas du tout vu venir. ceux qui le savaient ou qui connaissaient, etc. Moi, je découvre que l'Arabie Saoudite est un pays de football, je savais pas, enfin, de très très loin. Et ouais, c'est une sidération, et surtout, c'est une nouvelle... je pense que paradoxalement, ça a accéléré les projets de réforme en Europe. Ouais. Complètement. Ça, c'est le meilleur allié de la Super League. Voir le financeur. Voir éventuellement le financeur, à voir ce qui va se passer avec la Coupe du Monde des clubs. Ça qui est encore un autre sujet. Mais c'est un accélérateur de prise de conscience, si je peux dire, pour les clubs européens non anglais, clubs continentaux, pour enfin proposer peut-être quelque chose, un autre récit. La grande force de l'Arabie Saoudite dans cette affaire, c'est qu'elle propose un récit. Et un récit qui dépasse largement le football, parce que c'est à horizon 2030. Et 2030, c'est demain. Et donc, ils ont la grande force de fédérer autour de cette idée d'un Orient qui était un centre culturel, un centre économique, et qui est en train de devenir un centre politique, financier, sportif, sans les barrières, je mets tout ça entre guillemets, de l'Occident, sans les limitations que l'Occident se fixe, sorte de nouvel Eldorado. Moi, ce qui me préoccupe dans cette affaire, c'est que la question politique est mise totalement de côté, la question éthique évidemment. Donc forcément. À Newcastle, c'est exactement la même chose. Ouais, et c'est ce qui m'étonne, c'est que c'est le pouvoir de l'argent dans le football. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais. Non, mais moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Thibaut. Il faut expliquer que c'est un peu troublant que David est dans le noir, parce qu'il a une migraine, là, donc on parle à quelqu'un qui est un écran noir. Donc on entend des voix de temps en temps. On Donc, devine. David, on devine. Mais, un peu en clair-obscur. Non, mais c'est surtout que la fin de l'idéal qui était un peu infondé, mais méritocratique dans le football. C'est-à-dire que ceux qui avaient le plus d'argent, tu pouvais te dire qu'en grosse majorité, ceux qui avaient bien travaillé. La Première Ligue, c'est suite à une vente de droits, une anticipation de la mondialisation, tout ça. Et maintenant, en fait, c'est vrai que la Saudi Pro League est arrivée avec
un flot d'argent avec ses propres règles, en s'affranchissant d'absolument tout et en arrivant à la table de négociation en défonçant la porte, en fait. Ouais, mais après, il faut aussi prendre en compte que l'Arabie Saoudite, d'il y a 20 ans, c'était l'Europe. C'est-à-dire qu'on a pillé les clubs argentins. Absolument, Tous absolument. les clubs sud-américains ont été littéralement pillés par les clubs européens. Et les plus grands défenseurs du projet saoudien, c'est les Sud-Américains aussi. Parce qu'ils savent, l'Europe, ils sont aucune illusion en fait sur l'Europe, ils savent très bien. Nous, on découvre un peu l'eau chaude et un peu dans ces domaines-là comme dans les autres, on découvre qu'on aime bien venir dans nos musées, éventuellement se promener et boire des cafés, mais tout le reste n'intéresse plus grand monde en Europe. Alors on aime notre sport, on aime nos technologies, mais faites à leur manière. Ça, nous, c'est nos pays sans nous en fait, sans nos valeurs, sans nos systèmes politiques anciens, sans notre histoire qui pèse trop lourd, et sans évidemment le colonialisme. Et donc c'est une sorte de revanche de l'Orient et du Moyen-Orient sur l'Occident qui est en train de se passer. Après, il faut voir parce que il faut voir ce qui se passe à la COP28, il faut voir aussi la question des énergies fossiles, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, et peut être aussi un chant du cygne. C'est pas nécessairement un apogée. Enfin, si c'est une apogée, ça veut dire que la suite est peut-être pas si rose que ça. Oui, et que la pente est Pour finalement l'Arabie pas si, Saoudite. la pente descendante est pas si loin Oui, derrière. parce que autant d'investissement est aussi un signe de faiblesse. C'est aussi l'idée que ces C'est pas pays-là, réfléchi du tout, c'est-à-dire que tu arrives Voilà. en fait et tu fais tout avec l'argent et tu réfléchis après. parce que tu investis, mais tu dépenses beaucoup à tort à travers pour Complètement. avoir... Ça n'a aucune rationalité économique. Aucune. Et ça n'a même pas de visée de rationalité économique. Ça ne se sera. Là où Donc, les Qataris sont arrivés en te disant, bah, nous, de toute façon, à terme, on a une visée, et ça se voit avec Arctos, de pérenniser notre investissement. La Saudi Pro League, tu pourras jamais rentabiliser en fait les salaires donnés. Très Je difficilement. pense qu'il fonctionne un peu, moi, comme les Uber et les Netflix. On déverse de l'argent en masse au départ, avec l'idée de briser toute forme de concurrence derrière et d'imposer ses propres règles. On Et valorise une fort. fois qu'on a pris suffisamment de pouvoir, hop, on récupère, on serre, on augmente et on montre à quel point on a pris Je le suis d'accord, pouvoir. mais tu as quand même 18 équipes avec des joueurs. Enfin, tu vois, tu auras toujours cette concurrence européenne. Tu ne Alors, pourras jamais avoir. Moi, sur la Saudi Pro League, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le vois plutôt à l'échelle du pays, à l'échelle de ce qu'ils sont en train de faire dans le sport. Je le vois dans la voile, dans le tennis, je l'ai golf, vu dans les autres domaines, c'est impressionnant ce qu'ils font. Dans le sens où ils vont plus vite, plus fort, plus loin. Tout le monde pensait que le Qatar avait atteint une sorte de plafond. Tout le monde s'était dit personne ne fera plus. Ils ont fait plus, plus vite, avec des moyens qui étaient sans commune mesure avec ce que les autres ont investi. Et ça a créé un tel effet de sidération, c'est le mot que j'emploie moi chaque fois que j'en parle, hein, que les gens regardent ça en se disant on n'a plus qu'à décrire parce qu'on peut pas comprendre. Et c'est bien le problème. C'est là où moi je te rejoins, Thibaut. C'est que la question politique, de fait, elle est reléguée et tout le monde regarde les joueurs partir. Et de ce mouvement saoudien dans le football, finalement, on ne distingue que ça en oubliant tout le reste. Après, il faut aussi prendre en compte que t'es jamais aussi faible que quand t'es fort. C'est-à-dire que tu dis toi-même que t'as un effet de sidération, personne s'y attendait, en tout cas, bon, les gens normaux s'attendaient pas que ça vienne aussi fort, mais si ça a eu lieu, ça peut se reproduire aussi. C'est-à-dire que le jour où le robinet doit s'éteindre ou au moins se ralentir, je sais pas, on peut penser à une hausse de taux d'intérêt, on peut penser que le prix du baril s'effondre. Bonne crise dans la région. On peut penser une crise dans la région et tout à coup le robinet va s'éteindre et tout à coup tout va s'effondrer. C'est-à-dire que il y a un empressement sur de la visibilité de la Saudi Pro League, il y a une préoccupation aussi de construction de pérennité, parce qu'il y a des centres de formation, on recrute des formateurs, il y a des gens qui vont là-bas, notamment la Fédé française, là-bas fait du consulting pour la Fédé saoudienne. Il y a un souci de pérennité, mais malgré tout, cette immense force, c'est quelque chose qui semble être cette immense force, me semble aussi un énorme point faible. C'est-à-dire que le football, sans l'État saoudien, que vaut
que vaudra le football saoudien sans l'intervention directe du gouvernement, parce que la moitié des clubs sont... Je suis complètement d'accord, et surtout, tu as un vrai risque géopolitique de renversement du régime ou pas. D'ailleurs, c'est fait pour garantir la stabilité du régime actuel, et surtout que tu as un problème de manque d'institutions, de légitimité. C'est jusqu'à quand, même avec des meilleurs joueurs, ou pas d'ailleurs, des joueurs en retraite, Al-Wada contre Al-Ittihad, ça va vraiment séduire en fait, au-delà qu'une nouvelle génération ou qu'un public Du golf, particulier. bien sûr. Bon, on va passer à ton premier sujet, à ton premier événement marquant à toi, Thibaut. Ouais, Tu voulais nous parler de moi, la démission un peu forcée de Noël Le Graët. ouais, je pense que ça a été le début de l'année 2023. Oui. Le premier grand événement institutionnel du football français. C'est le pilote du Euh, COMEX aussi, le pilote du premier COMEX. Donc. C'est le pilote du premier Comex et c'est Notre parrain. c'est un peu notre parrain, parce que c'est un peu lui qui nous a donné notre nom aussi. Le Comex, ça vient aussi un hommage aussi à cette crise de la Fédé. Et ça a un peu déclenché le grand ménage et la grande, en tout cas ça constitue le signe le plus voyant, le plus intéressant du grand ménage qui est en train de se faire dans les fédérations sportives. Et surtout une espèce de lumière crue sur la nature en fait et le fonctionnement de ces institutions toutes plus archaïques les unes que les autres. Et Noël Le Graët était un peu la figure de proue. Il a été remplacé par Philippe Diallo, c'est pas forcément C'est pas la révolution, non? c'est pas la révolution, mais il y a quand même un souci d'ouvrir un peu plus. C'est un vent qu'on a aussi senti souffler dans d'autres fédérations, effectivement, Ouais. tu fais bien de le dire, ça a Ouais. quand même été aussi, Ouais. au-delà de l'aspect tourbillon médiatique, beaucoup poussé par une ministre des Sports dont on peut penser ce qu'elle veut, mais sur ce sujet-là, elle était plutôt proactive. Ce qui est un classique des grandes compétitions olympiques, il y a eu la même chose. Je rappelle que la DNCG a été créée parce que la France avait été désignée comme à la fois comme siège des Jeux Olympiques d'Albertville en 92 et la Coupe du Monde en 98. Et qu'il fallait, pour des raisons politiques, faire le ménage dans les institutions françaises pour accueillir les Jeux Olympiques. Je fais un parallèle avec la question politique de l'Arabie Saoudite. Je serais quand même curieux de savoir si des grandes commissions vont être nommées pour nettoyer le sport saoudien au moment des Jeux asiatiques d'hiver, par exemple. Je serais curieux de savoir. C'est ça qu'on appelle le politique. C'est-à-dire que chez nous, ces États démocratiques se sentent obligés d'être transparents. Pour le pire et pour le meilleur, sans doute pour le meilleur, et donc s'impose ce type de fonctionnement-là. Donc faire le ménage, alors dans les années 80, c'était sur l'aspect financier dans les clubs de football. Là maintenant, c'est dans la gestion, et c'est une politique assumée par la ministre. C'est l'idée que les JO arrivent, il faut qu'on soit en ordre de marche. Il y avait les JO, la Coupe du Monde de rugby, donc il faut être en ordre de marche pour ces grands événements. Il faut être exemplaire. Elle a été nommée pour ça, hein. Elle a été poussée après l'attentisme de Roxana Maracineanu et l'inutile mandat de Laura Flessel, justement pour ça, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans la maison et éviter que les Jeux ne soient aussi l'occasion de montrer le pire du pays au travers de ses fédérations sportives et de ses errances. Donc là, on a une ministre qui est juste omniprésente sur tous les sujets. Je crois qu'elle est là, elle est en train de faire Elle est la dans tournée l'after, des ce médias. Elle est dans l'after ce soir. Et elle était au Danemark hier pour suivre la victoire De l'équipe de France de hand. joueuses de hand. Il n'y a pas une journée sans qu'elle prenne une décision, qu'elle prenne position. Et à chaque fois, c'est dans la même veine. Du cadre, de l'ordre et l'idée d'avancer. Sans oublier que dans cette histoire, si on élargit un peu le spectre, on t'en parlait Thibaut, c'est pas uniquement la Fédération française de football qui a été touchée, c'est aussi le GIP, le groupement d'intérêt qui était à la tête de la Coupe du Monde de rugby, ça a été la Fédération de rugby, la Fédération de tennis, beaucoup de fédérations. Elle est C'est aussi ça Elle est aussi partie c'est- prenante. Et c'est Ouais, pour ça c'est qu'elle ça, n'a pas c'est- voulu s'immiscer dans les affaires de la Fédération de tennis et que ça a été plutôt délégué du côté du ministère de l'Intérieur parce qu'elle est aussi partie prenante en tant qu'ancienne directrice générale de la Fédé tennis. C'est ça qui est, à mon sens, pas forcément évident. Ça va pas de soi, en fait, qu'il faille nettoyer le sport avant les grandes compétitions. Parce qu'on fait comme si c'était normal, mais en réalité, c'est un impératif que se fixent les États démocratiques. Les États autoritaires ont que faire de
d'être transparent. On pourrait demander à quoi ça sert de nettoyer la fédération de rugby pour les Jeux Olympiques. Alors, ça va changer quoi, la compétition? Pas grand-chose. Je vais te dire, même, il vaut mieux que ce soit autoritaire, vertical, pour garantir peut-être plus de médailles. Donc ça veut dire que ça prouve bien que les Jeux Olympiques, c'est évidemment pas un événement sportif. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui est censé être un coup de projecteur, une grande campagne de communication sur le pays lui-même. Et donc on veut absolument pas avoir des dirigeants entachés dans un quelconque scandale qui pourrait être révélé par la presse étrangère au moment des compétitions, au moment de l'ouverture des JO. Donc on voit bien là que les Jeux Olympiques sont éminemment une décision politique. Alors encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut se rendre compte que ça va pas de soi en fait. On n'est pas obligé de nettoyer. Hitler a pas nettoyé le parti nazi en 1936 et c'était pas, en tout cas s'il a fait, c'était pas pour les Jeux Olympiques. Donc c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà, il faut pas prendre tout ça comme si c'était naturel en fait. C'est pour ça que moi franchement je me suis posé la question, je voyais pas le rapport en fait entre la fédération de rugby et les Jeux Olympiques. C'est quoi le rapport en fait? Même la fédération de football, elle est pas tellement concernée. Le tournoi de foot c'est secondaire dans les JO. Et pourtant. Parce que ça a été le mouvement sportif sur lequel il y a une volonté de cliner sans faire forcément peut-être de lien uniquement sur les jeux. Mais effectivement, c'est une question qui est assez intéressante. David, on revient à toi avec ton deuxième moment marquant de l'année. On a appris fin juin du mois dernier que le Racing Club de Strasbourg, qui était remonté dans un formidable projet économico-social sportif, avait été racheté par Blueco, également propriétaire du Chelsea Football Club. Ouais, enfin, social, moi je connais un des actionnaires en fait de Strasbourg, non, social je sais pas, mais en tout cas c'était la belle aventure actionnariale. C'était, alors Gilbert en parle encore mieux que moi, mais c'était Marc Keller qui avait été une tête de proue du Racing, un enfant du club. Tête de pont ou figure de proue? C'est tête de pont, faut choisir. Une figure de proue, voilà. Voilà, figure de proue. Sinon, il y a tête de con, mais c'est moins drôle. Tête de con. T'as Robin Le Proux aussi. mais c'est une tête de pont, absolument. Du Racing des années 90 qui avait sauvé le club, qui avait repris le club sous une autre forme et racheté l'association après des négociations, après l'infâme passage de Jafar Idali qui avait donc conduit le club à la liquidation. Ils sont passés du CFA2 à la Ligue 1 en moins de 10 ans. Il y a eu des histoires assez sympas de barrages à rang l'étape qui se jouent sur terrain neutre parce qu'ils ne pouvaient pas assurer la sécurité. En première saison nationale, ils sont relégués mais repêchés et après ils font le National Ligue 2, Ligue 1 en 2 ans. Donc voilà, c'était une super. C'est quasiment les seuls qui ont gagné beaucoup d'argent dans le football, après maintes péripéties, avoir complètement restructuré le club, avoir relancé le centre de formation, donné une vraie identité alsacienne et donc locale au club. Il y a peu de clubs en France vraiment qui ont encore une vraie identité locale. Et là arrive Blueco, qui est une espèce de véhicule d'entité récemment créé, dont le but est ouvertement de faire du Racing la vitrine, donc c'est pour reprendre leur terme, de Chelsea, qui est le navire amiral donc de la multipropriété et qui annonce l'achat d'autres clubs dans la galaxie. Notamment, on a parlé d'Estoril, on a parlé d'autres clubs au Portugal. Mais c'est assez, vous connaissez mon point de vue sur la multipropriété, mais qui est cependant à tempérer. Et Strasbourg, c'est le contraste. C'est-à-dire que c'est certes le passage un peu drastique du projet certainement le plus local de Ligue 1 au projet un des projets les plus financiers de Ligue 1, mais c'est aussi la question du plafond de verre, l'argument qui avait été donné par les actionnaires locaux, qui est très valable, de se dire que en Ligue 1, une personne ou un groupement de personnes physiques ne peut pas, à moins de gymnastique financière et d'une gestion sans aucun accroc, voilà, pour être plus clair, des personnes physiques hors milliardaires, hors mécènes en Ligue 1 ne peuvent pas se permettre d'accident industriel d'une descente.
financièrement. On l'a vu avec Lens, on l'a vu avec Nancy. Donc, le recours à une financiarisation, à des fonds d'investissement, dont à la multipropriété, est nécessaire. Donc, un peu à la manière d'un astérix dans une pyramide, on a le plancher qui se relève, parce que forcément, en cas de coup dur financier, l'actionnaire majoritaire remettra au pot, et on va le voir cet hiver. Je pense qu'il y a 2-3 joueurs en fait, qui vont venir aider Strasbourg dans leur quête du maintien. Mais le plafond s'affaisse aussi, car tu es toujours sujet au bon vouloir de ton vaisseau amiral. Donc, il y a une part de résignation, mais qui est aussi une photographie du contexte financier de nos clubs et des clubs en général à l'heure actuelle. C'est Donc, marrant parce que c'est la définition de l'exploitation chez Marx. J'allais dire vassalisation, mais je suis assez d'accord. Voilà, Oui, c'est la vassalisation, la c'est- séparation entre le producteur et le produit. c'est exactement ça. Mais c'est Tu produis plus pour toi-même, tu ne vends plus que ta force de travail et tu. exactement, c'est une vassalisation mais- complète. Mais c'est un peu une résignation. Et donc, au lieu de créer, enfin, il y a beaucoup qui disent la multipropriété c'est mal, mais il faut l'expliquer la multipropriété, pourquoi c'est mal, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Mais là, c'était vraiment le symbole de quelque chose qui est même pas éthiquement, sentimentalement discutable, mais finalement inéluctable. Avec une limite, c'est que normalement, tu imagines que dans la multipropriété, tu dois avoir une multitude de compétences et tu te retrouves avec Patrick Vieira, quoi. Ouais, mais c'est une centralisation. Mais tu vois, mais c'est pas. Oui, alors là c'est un mauvais. Enfin, le choix de Vieira est mauvais. Mais tu as une centralisation. De toute façon, enfin, ils font pas du meilleur travail à Chelsea. Hein. Enfin, tu vois, Non, c'est clair. Bah, le seul modèle vraiment. C'est le City Football Group. C'est le City Group en fait. Qui est... Ouais, Brighton, c'est pas mal aussi. Ouais, Brighton, Voilà, Lyon, Bright- Saint-Gilloise, c'est pas mal. Ouais, Brighton, il y a des vrais, il y a Mais, des vrais, il y a des vraies passerelles. En termes d'échelle, ça reste quand même le City Group parce que Oui. tu as combien de clubs? 11 clubs 13. 13 13, clubs. T'as une pensée, une méthode. T'as des accidents comme à 3, mais c'est vrai. Leipzig aussi, Leipzig, Red Bull, Voilà, et je Red pense que Bull, c'est le mieux. qui sont Red Bull et City, qui sont les deux. Et dans les deux cas, c'est des mecs qui pensent. Donc après, on peut penser ce qu'on veut. C'est Et les précurseurs Mais, surtout. que Donc ce c'est soit souvent Ferran les premiers Soriano, qui. ouais, bien sûr, Rangnick ou Ferran Soriano. Alors, je sais pas le financier Red Bull qui c'est, mais C'était à City, c'est Ferran Soriano. Oui. Bah, c'est des mecs qui pensent. C'est de la compétence. En fait, le problème qu'on a, nous, moi, je crois vraiment que l'histoire de la multipropriété qu'on a chez nous, et de l'arrivée des investisseurs, on en parlait en privé l'autre jour, c'est que pourquoi est-ce que les Américains, ça fonctionne pas chez nous? Parce que les Américains, ils comprennent rien au foot. Très souvent, ils comprennent pas grand-chose. Et en plus, ils arrivent dans un pays où eux-mêmes, il y a déjà des gens qui comprennent rien. Ah, mais Donc je c'est suis des d'accord. c'est des débiles au carré. C'est-à-dire qu'on a une situation où on a des débiles US qui ont plein d'argent, qui sont sympas mais qui comprennent rien et qui s'adressent à des gens qui eux-mêmes comprennent rien mais sont tout contents de récupérer des sous. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec des catastrophes industrielles comme le Bordeaux, mais des trucs que quiconque s'intéresse un peu au football et un peu honnête voit que ça peut pas fonctionner. Dès le début. Dès le début, en fait. On le sent Et avec pareil avec Textor. Textor, c'était une évidence, en fait. Il suffit qu'il y ait un mec un peu intelligent qui soit sur le banc touche et tout à coup, le club va mieux. Oui, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. C'est du bon sens, en fait. Le problème, c'est que quand t'as que des accidents comme ça, et pourquoi à Strasbourg ça a fonctionné un temps, là, ça a l'air de fonctionner jusqu'au rachat, parce que t'as des gens compétents. Et là, le rachat par Blueco, c'est que maintenant, t'as des gens compétents qui sont pilotés par des gens qui sont quand même pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, parce que tu vois ce qui se passe à Chelsea, c'est quand même pas l'élite, quoi. Donc, on va voir si des débiles peuvent avoir le dernier mot sur des gens intelligents. Ça va être la grande question. Je dis débile pour être gentil, enfin, pour être méchant, mais pour être, Toi, pu dire des debs. des debs, ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est Ah oui, l'idée non, que non, mais l'incompétence multipliée par l'incompétence, bah, ça fait de l'incompétence au carré. Faut pas s'attendre à ce que ça fasse des étincelles, hein. Et je pense que c'est la particularité des processus de rachat chez nous. Mais fou, d'ailleurs, que ça c'est se passe aussi comme lié. ça. Regarde City multiplié par Girona, t'as quoi? Ah bah, t'as le leader de Liga, en fait. Tu vois? Bah, non, mais enfin, alors maintenant, ça se passe un peu
moins bien pour Je lui. simplifie, hein, je simplifie. Mais quand bon, tu vois, quand tu vois Black Knight, Foley, il a quand même mis Iraola, qui était un des meilleurs entraîneurs de Liga à Bournemouth. Ça commence à très bien se passer. Bon, là, pour Regis, ça se passe un peu moins bien, mais tu as quand même deux entraîneurs de qualité sur deux clubs, avec une politique pensée, avec des passerelles entre les deux clubs. Mais il y a un problème il y a un problème de politique de club aussi, hein, même à Lorient. Mais Oui, bien sûr. Avec Ferry, on a du mal à comprendre quoi, ce qu'il veut faire. Redbud, Il a, tu sais, Loïc Ferry, c'est un joueur de poker qui a déjà cash out ses jetons et qui joue avec le reste. En fait, si tu veux, t'as forcément moins d'intérêt. on a aussi l'exemple de Redbird qui a pas trop mal marché l'année dernière avec Toulouse qui avait gagné la Coupe de France et Milan qui était encore demi-finaliste de Ligue des Champions. Mais bon, on voit quand même que il y a Oui, aussi mais des- regarde, bien sûr, mais des plus un des petits regarde. phénomènes l'année dernière. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce qu'il faut voir, c'est où ils arrivent, qui ils recrutent sur place, quel est le bain culturel dans lequel ils évoluent. Ils achètent Milan. Alors avant, c'était les Chinois, ça fonctionnait pas. C'est Comment Elliott il qui a s'appelle repris, Voilà, et qui l'aurait racheté. Elliott qui a repris. Elliott a rationalisé le club. Elliott à Lille, ça fonctionne pas. Par contre, Elliott à Milan, ça fonctionne. Ça fonctionne pas à Lille? Ça fonctionne pas si Non, mal ils ont que récupéré. ça. En fait, ils ont récupéré en catastrophe à Gérard Lopez. Ouais, et ça a Lila, été, Ah ouais, non, Euh, d'accord, oui, non, mais je te parle des dernières années, moi. Non, je te parle, moi, de l'investissement de départ avec Ah ouais, Gérard t'as- Lopez je qu'ils ont comprends, exfiltré, qu'ils ont fini par exfiltrer pour aller chercher Olivier Létang et qui arrive avec finalement quand même il s'en sort quand même pas mal Olivier Létang. Ouais. Mais à chaque fois t'as ce problème-là, t'as les mêmes investisseurs qui investissent en France, ils y arrivent pas. Mais c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est une question C'est- d'operating c'est- partner. c'est C'est-à-dire incroyable. qu'avec qui, C'est- en fait, tu peux investir et acheter ce que tu veux. Si tu achètes déjà une trop chère parce que tu es mal conseillé sur place et de deux que tu n'as pas la personne adéquate pour gérer, c'est incroyable de dépenser des sommes folles et de ne pas en fait et de pas gérer ton actif correctement. C'est ça qui est. Est-ce que, alors là c'est une question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'on aurait pu imaginer que, comme on est dans un pays où l'État est partout, que l'État anticipe ça et régule? Ou est-ce que l'idée même de régulation dans ce cadre-là est... Réguler quoi? Tu veux interdire la multipropriété en France? Non, pas du tout, mais l'encadrer, c'est-à-dire vérifier davantage le niveau des entrants, parce que Textor, on l'a accepté, pas accepté, enfin... Mais c'est pas à l'État d'intervenir. C'est à la Mais LFP. justement, c'est une question. Est-ce que C'est la LFP qui culturellement, doit c'est intervenir. pas le problème que ça pose? C'est à la Mais LFP, surtout que plus haut à C'est l'UEFA l'organisme. qui, on le rappelle, dans le cas, parce qu'on aurait pu avoir un Ouais. tirage au sort Toulouse-Milan AC. les gars, mais les gars, même pas. Enfin, mais les gars, il y a une DNCG qui est quand même créée. Il y a quand même des professionnels qui sont censés composer la DNCG. Le responsable de la DNCG, c'est Michael R, qui est responsable monde audit chez KPMG. Donc je peux pas vous dire mieux. On est quand même censé avoir un organisme qui a les armes pour Moi, je disais prévenir. par LFP parce que c'est elle qui a le dernier mot sur le règlement. Et C'est qui elle dépend va de la, fixer et le la NCG règlement. dépend de la La NCG LFP. dépend de la LFP. Et pour donc le reste, c'est dans ce sens-là, acheter la je revue disais d'After. Ouais. On l'a placé. Il y a un article de David là-dessus. Mais oui, c'est pas du tout à l'État d'intervenir déjà parce qu'il a pas les compétences pour intervenir. On va pas demander à comment s'appelle l'AFM s'appelle maintenant quoi, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, Ouais, l'AMF. d'intervenir sur le marché du. Je pensais plutôt à la serre publique, mais... parce que, Oui, mais après c'est un peu à part. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème de compétence encore une fois. C'est-à-dire que notre président de la LFP, c'est un attaché de presse. Voilà. Donc, Ouais, mais il a des cheveux magnifiques. Je te rappelle que nous, on un peut pas attaché de caster. presse, donc je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a une compétence particulière à part faire des compliments, aller dans des soirées et éventuellement de temps en temps trouver des partenaires commerciaux. Alors c'est une compétence, mais c'est pas la compétence technique qui permet de soit de gérer, soit d'avoir une vision, soit d'être capable de repérer les méfaits que peut avoir le LBO. En tout cas, s'il s'en rend compte, c'est beaucoup trop tard. Non, lui, il est Et c'est juste, quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui lui dira. il est juste là pour réclamer Donc le milliard, réclamer que le championnat de France, la Ligue 1, va devenir le 3e championnat Il fait de la européen. com. Mais c'est son métier. Ça, pour le coup, c'est son métier. Le milliard, c'est bien trouvé. Maintenant, il n'y arrivera pas. Mais la formule est. C'est comme le projet Dortmund, hein. Enfin, c'est un mec qui gouverne par C'est slogan et c'est souvent les slogans sont plutôt pas trop mal trouvés. Et ils sont jamais appliqués. Le programme qui est proposé est jamais réussi. Par contre, il s'en sort toujours par le haut, il prend toujours de l'argent au passage et il n'a jamais été Voilà. aussi beau et séduisant. Je vous renvoie à l'article de l'équipe Mag. Ah oui, non, mais C'est drôle. non, mais c'est l'article de l'équipe même, il est extraordinaire avec Florent Zeller qui est le Vincent Labrune de la littérature, quoi. Les deux, ils sont pareils. J'adore. Non, mais Florent Zeller, Bah, faut c'est- se réveiller là. Il y a il y a 2-3 trucs pas mal chez Florent Zeller. En 30 ans de carrière, il a fini par écrire 2 pièces de théâtre, donc bravo.
Mais moi, je l'ai pratiqué, Florent Zeller, à Sciences Po. C'est le vide intercontinental. Alors, je sais que personne n'écoutera ça, et peut-être si vous le transmettez, vous le transmettrez mon amitié. Il me connaît pas, donc moi, je l'ai pratiqué. Il était prof à une époque. Moi, je me souviens avoir assisté à des conversations de Florent Zeller avec des étudiants. C'était lunaire. Lunaire. Il disait n'importe quoi. Donc, c'est des gens qui sont complètement perchés et qui sont dans un espèce d'univers parisien, qui vont dans des dîners, etc. Alors qu'ils ont parfois de bonnes idées. Florent Zeller, il a son Oscar, donc du coup maintenant il a le droit de donner son avis sur Vincent Labrune, donc je vois pas le rapport, mais bon. Et c'est des gens qui sont totalement hors sol, qui sont déconnectés, soit de l'histoire de la littérature dans lequel Florent Zeller, Soit dans le soit du dans foot lequel même. pour Vincent Labrune. Voilà, je vois pas le rapport. Pourquoi c'est Florent Zeller qui donne son avis sur Labrune? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Quelle est la compétence de Vincent Labrune? C'est ça qu'on veut savoir. C'est quoi sa compétence, hormis faire des ronds de jambes? C'est quoi? Ouais, c'est son entre-gens, son carnet d'adresse. Je pense qu'en fait, il va très vite pour connecter les points pour trouver Oui, les mais gens adéquats. le carnet d'adresse, c'est pas la compétence. Le problème, tu peux Non, avoir un excellent carnet d'adresse, mais mettre des gens compétents. Si ton carnet d'adresse, elle consiste juste avec des gens que tu connais à des postes importants, c'est pas pareil que des gens compétents à des postes importants. Voilà. Donc c'est ça que je reproche. Mais c'est pas, Vincent Labrune est un exemple parmi d'autres, mais c'est l'idée que dans le football français, ben, on n'a pas tous les gens incompétents dans tous les domaines, on les a tous mis là. Voilà. Et on dit, bah, jouez entre vous, faites un championnat, machin, entretuez-vous, et nous, pendant ce temps-là, laissez-nous tranquilles. C'est ça. Et, Je dis incompétent, je suis gentil. et pendant ce temps-là, le foot européen se prépare à de grandes manœuvres et de Voilà. grandes révolutions. Exactement. Ouais. On va passer à ton deuxième sujet, à ton deuxième top, JB. Et je remercie Thibaut pour la transition de trouver, parce que s'il y a bien un homme qui a les pieds sur terre, c'est évidemment bien Sa Majesté Don Gianni Infantino, qui nous a encore fait, sans Coupe du Monde, qui nous a livré quand même encore une année masterclass. Bah, j'ai envie de dire. Bah, Don Gianni, quoi. Tu parlais d'incompétence au pouvoir. Lui, c'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'en termes de réflexion, c'est pas ce qui le caractérise le plus, mais en termes d'entre-gens et de capacité à être stratège pour conquérir, conserver et entretenir son pouvoir, on pourra difficilement faire mieux. C'est quand même le seul homme qui a été capable de faire mieux que Blatter, attribuer 2 Coupes du Monde en moins d'un mois, sans vote, sans corruption manifeste, alors que tout le monde sait ce qui se trame derrière, que c'est sorti partout. Il a même surpris les services de com de la FIFA, puisque quand il annonce aux uns et aux autres, personne ne sait ce qui se passe. C'est formidable. Donc ça, c'est vraiment l'autre point fort, à mon avis, moi, de cette année. Tu parlais de masterclass, Flo, mais c'est exactement ça. Il a quand même décerné 2 Coupes du Monde en un mois à 7 pays différents. Qui fait mieux? Ouais. Moi, c'est ça que j'ai Après, envie de dire. je pense qu'il va y avoir des problèmes avec ses filles parce que les avoir fait déménager au Qatar, je pense que ça se perd. Ça. Alors, il n'y est plus. Il n'y est plus. Car, mon ami, tu sais ce qu'il a fait? Là, il est en train de se trouver un petit pied-à-terre aux États-Unis parce que la prochaine Coupe du Monde a lieu là-bas. Il ne néglige pas non plus la présence de la FIFA à Paris, dont il espère fortement augmenter les effectifs et peut-être même le nombre d'appartements. Ouais, sans impôts en même temps, Ah bah, c'est ça, monsieur. La fiscalité, on appelle ça un avantage comparatif et la France est consciente de ce qu'elle peut offrir au monde. Et Gianni, lui, il l'a compris. J'attends de voir, moi. Gianni, c'est un homme global. C'est l'homme du 21e siècle. C'est un Saoudien qui peut parler au nom des migrants. Et des roues. Et des roues. C'était quoi sa dernière sortie là? Sur quoi il s'est révolté? Il y a eu un mort. Il s'est révolté. Moi, je suis resté sur son Instagram. S'il y a un truc que je vous conseille de faire pour l'année qui vient, c'est vraiment de vous mettre sur l'Instagram de Gianni parce que si vous avez. Fan de Gianni. Ah ouais, alors c'est quasiment ça. Tu sais qu'il est à moitié à poil en permanence dessus parce qu'il joue au foot. Tu te souviens des phases d'Éric Zemmour pendant la dernière campagne présidentielle? Eh bien, c'est la même chose, c'est le même niveau technique, sauf que là, il y a plus de cheveux et c'est à peu près c'est un peu Giscard à Chamalières là, quand il avait marqué le penalty contre le boulanger là. Il l'avait pris exactement, mais avec 30 ans de plus et une habileté à ne pas prendre le soleil de manière. À chaque fois qu'il est en short, je rigole. Voilà, je pense à Giscard effectivement. Et sinon, très récemment, il a aussi annoncé la création d'une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes tous les 4 ans. Ouais, mais tu sais, on en avait parlé. Dans quel cadre on en avait parlé? C'était absolument scandaleux.
Scandale et Gianni Infantino, c'est un Mais euphémisme. si, mais c'était. Et Guardiola, en fait, Guardiola aujourd'hui a dit ouais, bon, c'est une nouvelle compétition. Bah ouais, bah, j'espère que les joueurs sont pas trop fatigués, mais bon, on s'adaptera. Il y a un côté très désabusé aussi, je pense. Il y a tellement tu sens qu'il y a tellement d'enjeux financiers Ouais. que Mais c'est comme ça a surtout été annoncé une semaine avant l'arrêt sur la Super League. C'est C'est comme je lisais un surtout ça, article sur le business qui était vieux en fait sur The Athletic. L'algorithme est vraiment pas top parce que ça m'a renvoyé un article de cet été sur le business des tournées estivales où maintenant en fait ça se compte en 30, 35, 40 millions d'euros. Donc en fait t'as des vraies différences. Ça crée une vraie scission entre les équipes qui font des tournois estivales, donc bien évidemment épuisantes, et celles qui le font pas. Mais on pense pas assez à l'épuisement, c'est le thème de mon édito donc d'aujourd'hui, on sort mardi, sur la fatigue informationnelle et la fatigue du football aussi, la fatigue de celui qui le regarde. On parle beaucoup de la fatigue des joueurs, mais on parle pas beaucoup de la fatigue de l'amateur. Et l'idée qu'on n'a plus le temps de se souvenir de rien. On est devenu des tuyaux à images, des tuyaux à match. À clip, même pas à match, à highlights. Highlights. Avant, ce qui était un dribble, un crochet, quelque chose qu'on attendait, on arrivait à s'en souvenir, à le voir même, on le voit même plus. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cette submersion dont on parlait l'autre jour. C'est l'idée que on ajoute, et certes la santé des joueurs, évidemment, mais bon, ça concerne une poignée de joueurs en réalité. Mais c'est surtout la santé des gens qui regardent. Vous allez faire quoi là? Vous allez regarder la Coupe du Monde des clubs? Vous allez regarder combien, 250 matchs par cette saison? Enfin, non, mais de la même manière invraisemblable. que j'ai pas regardé un match de la Saudi Pro League, parce que je On fais va des choix. devenir fou là. On va devenir fou. Et donc je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qu'il faut faire, si ce n'est réduire le nombre de matchs, mais de manière drastique, réduire le nombre de compétitions. Réduire le nombre de retransmissions, ce serait pas mal. Réduire le nombre de fédérations finalement, parce que si l'UEFA et la FIFA commencent à se tirer la bourre sur des compétitions, ben c'est plus des fédérations quoi, c'est des entreprises de spectacle concurrentes en fait, c'est des tourneurs. Auquel cas il faut réguler dans ce cas-là. Donc tout ça fait que moi je suis très inquiet là pour les 5 prochaines années qui viennent. Je sais qu'il y en a, on arrive à début de quelque chose de nouveau, mais je vois pas du tout ce que ça va être. Sincèrement, je sais pas. Parce que quand même demain il y a la Super League qui s'ajoute à tout cela, tu vas faire quoi? Tu vas démanteler la Coupe d'Europe en même temps de l'UEFA. T'as la FIFA qui va organiser sa propre Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fais des championnats nationaux? Non, mais si Qu'est-ce tu que tu saupoudres ça, en fait, si tu veux, d'urgence écologique, où je pense qu'à la première vraiment grosse catastrophe écologique, il y a énormément de choses qui vont être remises en question, notamment les déplacements fréquents, notamment la fréquence des matchs, notamment l'éclairage, vraiment. Sans doute. Entièrement d'accord. Absolument, Un messieurs. football hors sol. Eh bien, Thibaut, je vais te laisser le dernier top de cette émission, de cette rétrospective de Dernier l'année. top 2000, la dernière prise de parole 2023, c'est bon. La dernière prise de parole officielle 2023. Je crois que tu voulais nous parler du petit coup de Zerwal qui a soufflé sur Marseille et sur Pablo Longoria. Oui, parce que pour moi, sur la deuxième partie de saison, c'est un événement très important, parce qu'extrêmement symptomatique de plusieurs choses. Un, de la manière de considérer la place des ultras dans le club français. Sachant que Marseille est un peu l'étendard de tous les groupes en France, qui est un peu la mère de toutes les batailles. Et donc la fameuse réunion du 19 septembre où Longoria se fait bouger par Zerroal et ses copains. Menace de mort, pas menace de mort, il a crié, il a pas crié. Bon, quoi qu'il en soit, on a un conseil d'administration, enfin un comité exécutif qui se fait bouger par des gens qui représentent des associations qui vont très loin. Invaincu en championnat de la saison. Invaincu à ce moment-là dans le championnat, et qui est pour des motifs qu'on n'a toujours pas compris. C'est toujours pas pourquoi, parce que même eux, ils passent leur temps à dire mais non, mais c'était pas si grave, c'était pas les trucs. Tu dis mais alors tout ça est monté dans les tours, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Tu mets en danger ton club parce qu'à ce moment-là, l'OM décroche, arrive à peine à s'en remettre maintenant, mais c'est très difficile. Tu perds, je sais pas combien de matchs après l'arrivée de. Il y a 2 victoires sur Valverde. 10 matchs, je crois, depuis Voilà, sur l'arrivée de 2 Gattuso victoires de 10 avant matchs. la série.
Et à aucun moment, l'intervention des ultras n'a été mise en cause. À aucun moment, on a dit, mais dans quelle mesure cet événement-là n'est pas responsable du désordre, du déséquilibre entier de ce club-là. Et ça, c'est le premier point que je veux dire, c'est l'omniprésence des groupes ultras et la peur qu'ils engendrent. Au point même qu'on n'ose pas dire la réalité, à savoir des groupes sont intervenus dans la gestion quotidienne d'un club et ont menacé les dirigeants de représailles s'ils n'appliquaient pas un certain nombre, s'ils ne répondaient pas à un certain nombre de leur chantage. Ça, c'est la réalité. C'est ça qui s'est passé, c'est que ça a été confirmé par les deux bancs, les deux camps. Donc ça ne suffit pas à poser la question de l'omniprésence de ces groupes-là. Ils ont été soutenus par la mairie de Marseille, par une grosse partie de l'opinion publique, et ce qui est très inquiétant, c'est la peur que ça suscite. Et le deuxième point, c'est l'idée que la figure de Longoria à ce moment-là a été considérée, a été vue comme un intrus. Il était à nouveau espagnol, il était à nouveau L'étranger. pas fait pour ce milieu-là, à nouveau l'étranger, à nouveau il comprenait pas Marseille, Joueur de nouveau- foot manager. voilà, joueur de foot manager, il était à nouveau un intrus, comme l'est souvent la personne compétente au milieu d'imbéciles. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Longoria, et moi je le vois avec le Brice maintenant, hein, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui pense qu'il y a une vision qu'on peut partager ou pas, je répète, je partage pas nécessairement, mais qui est de toute évidence compétent dans son domaine, il devient la cible de la meute dès lors que les résultats, ou dès lors que quelque chose d'insatisfait unanimement un groupe d'imbéciles. C'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est le syndrome du premier de la classe, hein. C'est-à-dire que Voilà, c'est le syndrome du premier de la classe et on se retourne contre lui. Voilà. Et je crois que dans notre football, il y a une forme de racisme à l'égard de l'intelligence et à l'égard de la compétence. L'incompétence est détestée en tant que telle. mais on le voit aussi un peu chez. C'est pour ça que je parle de racisme, c'est-à-dire que c'est de l'essentialisme. On Regarde un réduit, peu. on réduit Regarde le- le style. Il a Sur quel flirté genre avec Sunderland. Alors, Woolstein, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon, c'est un bon client, c'est un mec assez éloquent, il a alors, flirté ou pas avec Sunderland, mais il y a eu un déferlement. Ah bah bien voilà, moi j'aime beaucoup la réponse de Le Texier, mais on voit déjà en fait les premiers boucliers se lever. Ah bah finalement, pour qui il se prend? Ça fait 5 mois qu'il est là, c'est surcoté, t'as qu'à aller en le Angleterre. ressentiment, le ressentiment à l'égard du compétent et Immédiatement. c'est incroyable la bêtise. Chercher une fable de La Fontaine hier à ce sujet-là. Alors si vous me donnez un instant, je vais vous la retrouver. C'est le bourgeois et l'homme riche et inculte et l'homme lettré et cultivé. Je vous l'envoie, je vais le retrouver. C'est l'idée que, alors, la fable est finalement optimiste parce qu'elle dit qu'une guerre arrive, c'est deux bourgeois. Ça s'appelle l'avantage de la science. C'est dans le livre 8, je crois, des fables de La Fontaine. Alors, je vais pas vous la faire en entier. Je suis pas Lucchini, hein, mais laissez dire les sots, le savoir à son prix. C'est la morale de La Fontaine sur deux hommes, un imbécile. Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis indifférent. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Alors ils s'embrouillent, etc. Et jusqu'au point que le dernier mot est laissé à l'ignorant par l'homme de lettres. Il y a un vers extraordinaire qui dit, moi qui m'a vraiment ému, ça m'a fait ma journée. C'était l'homme lettré se tue, il avait trop à dire. C'est-à-dire qu'au moment où la connaissance est telle, la compétence est telle, que la bêtise en face de toi est paralysante. Et c'est parce que tu en sais trop que tu es obligé de te taire. Et c'est ça que je dénonce. C'est-à-dire que je trouve que l'affaire Longoria, on le voit là, avec le Brice, on le voit avec Will Steele, c'est dès que tu as quelqu'un qui sort un peu du rang et qui a cette compétence-là, et un jour ça tombera sur Gourlian aussi, certainement à Lens, les médiocres se mettent en meute et s'attaquent à lui pour les raisons précisément pour lesquelles ils l'adoraient avant. En tout cas, ils aimaient l'admirer ou alors ils attendaient qu'il tombe. Et c'est pour ça que je parle de racisme. C'est-à-dire que c'est du racisme au sens où c'est de l'essentialisation d'un caractère et qu'on réduit une personne à un caractère. Alors tantôt ça va être sa couleur de peau et autres. Là, ça va être sa compétence.
Et c'est ce caractère-là qu'on va dénoncer en tant que tel. Et c'est parce qu'il est intelligent qu'il doit être en dehors du cercle. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment spécifique de notre football et je trouve hyper inquiétant. Et regarde, même Luis Enrique, enfin, Oui, c'est Enrique, je retrouve tout ce que dit Daniel. C'est l'idée que on n'arrive pas à concevoir, mais moi, c'est Régis, c'est Pierre Sage, j'ai tout le temps ça. C'est-à-dire que, on va se moquer de lui, c'est le premier de la classe. Ah oui, c'est le premier de la classe. Et puis on va être bien content quand il va se prendre une sale note. Et puis comme ça va quoi? Ça va nous confirmer dans notre rôle d'imbécile heureux. J'ai la sensation que celui qui a peut-être le plus d'ailleurs vécu ça, c'est au PSG et c'est Unai Emery, qui a aussi bien sûr, beaucoup bien sûr, subi bien sûr. ça. C'est la comparaison que j'allais faire. Mais Unai Emery, il l'a subi à Arsenal aussi. Où à Arsenal, il l'appelait Good Evening parce que forcément, il n'avait pas un bon accent et en fait, il a été résumé qu'à ça. Sauf qu'il était dans une organisation impossible à manager avec. D'ailleurs, ils sont tous partis. Il y en a certains d'ailleurs qui sont partis du goudron et des plumes, comme Raoul Sanllehi. Et là, on voit que quand il se focalise encore une fois sur le sportif, c'est un entraîneur extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on a vraiment. En fait, il travaillait. Ça s'appelle la logophobie. Ça s'appelle la haine de la raison. La haine du savoir, il y a des textes de Platon là-dessus. La haine du savoir, mais les joueurs, la haine du savant. On dit que l'entraîneur travaillait trop. Arsenal, ils ont dit il travaillait trop. C'est-à-dire que ils ressentaient que c'était trop détaillé les explications qu'on leur donnait. C'est quand même, ils ont quand même le cran de le sortir. C'est-à-dire ils n'ont pas peur de passer pour des cons en fait. C'est dingue. À la limite, en première ligue, tu te dis que ça fait peut-être figure d'exception. T'as l'impression qu'en France, on a quand même un écosystème qui est favorable à ça. Quand tu regardes l'absence de réels médias sportifs dominants avec une intelligence limite moyenne, il suffit de lire le quotidien de référence pour s'en rendre compte. Je pense qu'en termes de platitude et d'absence de profondeur de vue, ils sont quand même pas mal. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors il y a des choses qui se montent, de la revue de l'After, en passant par ce qu'a pu être SoFoot à une époque. Mais parce que tu pars du principe que l'intelligence c'est chiant en fait. Ouais, mais ça se voit. Tu pars du principe que l'intelligence c'est chiant. Et le problème, c'est que comme on n'est pas capable de décliner ça, après, ça se retrouve sur les terrains le dimanche. Et tu vois, par exemple, là, tout ce qui est en train de monter avec les gens qui s'imaginent monter des projets Mbappé avec leurs gosses et le fait de remettre systématiquement en cause les compétences des éducateurs, on est aussi face à ça. C'est-à-dire qu'à force de négliger et de remettre tout de manière horizontale sur de toute façon, je sais parce que j'ai vu des matchs, ou parce que j'ai éventuellement tapé dans un ballon moi aussi il y a 4 ans, ça va avoir un impact. Et c'est bien l'une des difficultés, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'intellectuellement, on n'a personne qui soit véritablement outillé pour aider tout le monde à remonter, à hiérarchiser, à se rendre compte que il y en a qui ne pensent pas, il y en a qui n'avancent pas, il y en a qui ne proposent rien. Au PSG, on a eu des masterclass. C'est-à-dire que la seule chose qui aurait dû bouger, c'est tout l'organigramme. Parce qu'on a quand même vu Unai Emery passer. On a quand même Luis Enrique qui se fait balader dans tous les sens. T'as eu Tourelle, t'as eu Ancelotti. T'as eu Tourelle, t'as eu Ancelotti. Ils ont tous gagné après être partis. La seule exception, c'est Pochettino. Mais bon, Pochettino, on s'attendait pas à des miracles. Mais tous les autres ont réussi, avant et après. Donc à un moment donné, ça pose une vraie question. Et on a même, pour finir, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, mais presque l'exemple inverse, où c'est parfois même la tête dirigeante d'un club qui, au final, va utiliser cette manière d'instrumentaliser, on va dire, le peuple et notamment les groupes de supporters. Moi, je trouve que le meilleur exemple là-dessus, c'est Gérard Lopez, où il n'est arrivé sans compétences, où on savait que le projet était financièrement très bancal dès le début, mais pour autant, il a réussi, de par sa relation avec les groupes de supporters, à vendre une sorte de rêve. Parce qu'on sous-estime toujours. Ils sont en train d'en revenir et le retour de bâton sera encore plus dur que. Il est très violent. Il commence à être très très violent le retour de bâton. On sous-estime le pouvoir de la bêtise. Et le pouvoir du nombre. C'est synonyme. Le pouvoir du nombre et de la bêtise et de la polarisation. Et le pouvoir de la polarisation, c'est exactement ça. C'est que toute voix de raison, et moi je vais pas dire que je l'ai subi parce que ce serait vraiment exagéré, mais t'es mis à l'index, mis à l'écart. Donc c'est pas très grave. Mais alors tu regardes quand même les matchs de Bordeaux depuis New York, quoi. Maintenant, c'est horrible. Non mais pensez d'ailleurs au club de New York qui va pas super bien non plus. Non mais et d'ailleurs j'en parlais à Gilbert vendredi. Il y a quelque chose qui est rassurant, c'est quand il te dit, et donc d'ailleurs toi Thibaut, on va peut-être refaire de la pub pour la revue de l'After, il veut faire une revue d'opinion, et ça je trouve ça assez rassurant
sur ce que ça peut devenir. L'opinion à la condition qu'elle soit éclairée. C'est-à-dire que l'opinion Oui, mais droite, après, comme dirait après, Pla- enfin, vu les comme dirait garde-fous Platon. qu'il y a, Non, mais il s'agit pas, parce que donner l'opinion pour donner l'opinion, c'est pas, je suis pas sûr que ça aide le débat. En revanche, l'opinion de la part de gens qui connaissent ce dont ils c'est ce parlent, que je voulais dire. c'est là où ça devient intéressant. Moi, c'est toujours ma contrainte, c'est ça, quoi. C'est de toujours faire en sorte que ce soit légitime aussi. Tu peux pas demander à quiconque. Et l'illusion du football, c'est un peu la même chose que la philo. C'est tu penses que comme c'est universel, tout le monde est Tout le monde a en l'impression droit comme les règles tout le monde sont est en simples, il y a droit peu de de donner règles son avis finalement en fait. au foot. Tout le Ouais, monde ouais. pense en fait que c'est pas du foot américain mais enfin donc tout le monde pense qu'il comprend il peut donner son avis alors que c'est une école d'humilité. Je pense que le foot c'est des meilleures écoles d'humilité. Régulièrement en fait ça te donne tort. Exactement, messieurs. Je pense qu'on peut finir sur ces phrases pleines de sens pour ce sujet. On avait d'autres tops, mais on n'aura pas le temps de les faire. Peut-être qu'on les retrouvera à un autre moment, notamment au début d'année, peut-être dans vos recos ou dans vos vœux de la nouvelle année. Pour finir cette émission, messieurs, je vous propose de passer aux recommandations. Et on va commencer, tiens, avec toi, David. Alors absolument, une fois n'est pas coutume, mais je me voyais mal finir cette année sans recommander un article de The Athletic. C'est un article qui est exceptionnel, qui est sur la monopole de certains cabinets d'avocats dans les clubs de Première Ligue, notamment ceux qui sont embauchés par Manchester City, qui ont absolument tout fait pour décaler ou rendre impossible pour l'instant la tenue des poursuites contre Manchester City, qui est accusé donc de plus de 115 infractions. Et c'est vraiment tenu par quatre avocats qui représentent tantôt la Première Ligue, tantôt les clubs. C'est assez fascinant, cette espèce de course à l'avocat, et avec des implications absolument énormes sur la survie même des clubs. Donc c'est long à lire, c'est parfois compliqué. J'ai dû faire quelques recherches annexes, mais c'est fascinant. Merci, David. Thibaut, je te laisse nous faire ta petite reco. Je recommanderais, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais Universo Valdano, qui est l'émission d'interview de notre cher Jorge Valdano sur Movistar Plus sur la télé espagnole. C'est 1 heure de longue interview d'un grand personnage du football. Aujourd'hui, je me suis fait interview avec Xabi Alonso, entraîneur de Bayer Leverkusen. Futur champion d'Allemagne. Voilà, bon, c'est du très haut niveau. Il y a eu Michel, l'entraîneur de Girona l'autre jour. Ils sont Pas tous celui de passés, Marseille, c'est rassure-moi. non, pas celui de Marseille. Et ça nous donne un aperçu de ce que c'est que l'intelligence dans le football et sa grande simplicité. Et qu'en réalité, l'intelligence du football, elle est très simple, elle est très humble, tu l'as dit. Et quand tu entends parler de Xabi Alonso, et Valdano dit un truc très intéressant sur Xabi Alonso. Il dit c'est quelqu'un, j'ai noté la phrase, c'est quelqu'un qui no tiene prisa, pero todo le succede muy rápido. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, mais tout ce qui lui arrive toujours vite. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'il était comme joueur. C'est-à-dire, il lui-même lui dit, c'était pas un mec très très rapide, c'était pas un mec simplement, il était capable de contrôler tout. Et il est devenu indispensable dans toutes les équipes où il a joué. L'adaptation à Liverpool, c'était absolument hallucinant. Alors que c'était un joueur très très élégant, mais c'était pas un joueur. Jamais qui driblait. j'aurais pensé qu'il s'adapte à la PL de l'époque aussi rapidement. C'était Et donc lui, petit à petit, comme entraîneur, il a démarré à l'infantile du Real Madrid, et puis ensuite au Segunda B de la Real Sociedad, et ensuite il est parti au Bayer Leverkusen, et petit à petit, alors qu'il avait déjà des offres pour tous les grands clubs espagnols, et il a toujours voulu aller doucement, et ce qui est intéressant, et tu l'entends dans ce genre de conversation, ce que ça veut dire que la compétence. Tu vois ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que les gens qui pensent ce qu'ils font. Il n'y a pas besoin de dire des choses compliquées. Ils disent des choses très simples, mais simplement tu sens que c'est sincère en fait. Tu sens que c'est sincère et que quand t'as un mec comme Valdano en face de toi, qui te pose ce genre de questions-là et qui te dit ce genre de choses, forcément t'es tiré vers le haut. Donc c'est ça en fait l'intelligence. Le football, c'est quelque chose de très simple. En fait. Eh bien, merci Thibaut. Ce n'est pas Marocco, mais je vais en profiter, je vais sauter sur l'occasion, ça me fait penser. Pour le plaisir des yeux, en dehors du plaisir de l'oreille, en même temps qu'écouter l'interview de Jorge Valdano avec Xabi Alonso, vous pouvez aller sur le compte du Bayer Leverkusen qui a repris des séquences d'entraînement de Xabi Alonso, qui est toujours très 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 habile avec ses pieds.
Et c'est assez Tu mets soyeux. des Ouais, transversales les et des. transversales mi-hauteur, coupées, sèches, en hauteur, elles sont assez extraordinaires. JB, je te laisse pour ta reco. Bah, moi, je vais passer de la soie au drame. Le Maracanazo, c'est le livre sorti par Lucarne Posé, le dernier. C'est de Marcelin Chamoun et Jérôme Le Signe. Ça raconte justement l'effondrement du Brésil en finale de Coupe du Monde en 1950 et le drame que ça a impliqué, cet impact du foot dans l'imaginaire brésilien. Et c'est une belle initiative de voir que ce type de livre qu'aurait été pris par aucun autre éditeur. Et c'est intéressant de voir que justement, il y a une sorte d'intelligence collective à côté. Et c'est aussi pour ça que on aime ce type Et il y en d'initiative. a beaucoup chez Lucarne Opposé, Maracanazo. l'intelligence. Mm. Donc pas de reco de La Route est longue, le dernier album de Jul qui est sorti il y a 10 jours. Pas pour toi. Jul, bah écoute, moi à part la prison et éventuellement le fait qu'il aille casser des cailloux à Cayenne, non. T'es dur. Et je vais Non, finir c'est sur pas ma dur, reco c'est à moi, vrai. justement, puisqu'on parle de Jul. Et je vous propose le dernier hebdomadaire, 15 pardon, de Society qui est sorti 100% sur les 50 années de rap, puisqu'on fête en cette fin d'année et en début d'année 2024 les 50 ans du début du rap jeu. Et Il est daté de quoi les 50 ans? C'est quoi l'événement? il est daté de la création du hip-hop à New York, dans des soirées. 84, Oui, mais il n'y a pas une journée 74. précise, il y a pas J'ai pas la d'événement. journée précise en tête, peut-être qu'elle s'affiche dedans directement. Je vous avoue que j'ai Ouais, pas. tu ne l'as donc pas lu. Comment? Tu recommandais, tu Si, j'ai lu recommandes quelque chose que tu n'as j'ai pas lu lu. les donc. articles, mais je l'ai pas forcément commencé dans l'ordre ni avec les éditos d'intro. D'accord. J'ai commencé du plus récent pour finir au plus ancien. Mais ça revient donc sur 50 ans de rap français et international. Je pense même que ça peut vous plaire à vous trois, messieurs. Donc voilà, Bah oui. foncez acheter le dernier Society. Eh bien, messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On va se quitter un petit peu pour les fêtes. On va faire quelques semaines de repos bien méritées. Soyez-vous aussi très, très, très sages pendant les fêtes. On compte sur vous parce qu'on a plein de surprises pour la rentrée. On se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt, salut. À bientôt, salut, bonne fête à tous.